Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Chabou, je suis psychologue clinicien et je suis le responsable de l'unité de soutien psychologique du SDMIS, donc le service départemental métropolitain d'incendie et de secours, autrement dit le SDIS 69. Et je suis vraiment ravi d'être ici. Je remercie évidemment le SDIS 33 de m'avoir invité et plus particulièrement Laurence de m'avoir proposé de pouvoir vous exposer cette thématique qui me semble novatrice, puisque j'ai naïvement découvert qu'a priori je suis le seul représentant de mon espèce de psychologue coordinateur pour l'instant qui est désigné. Et donc j'espère que ça va inviter à d'autres velléités à le faire. Et je vais essayer en tout cas de vous en démontrer la nécessité et l'intérêt, non pas pour l'espèce psychologue, pour rester dans l'analogie canine et dans le bestiaire, mais tout simplement parce que l'intérêt final, c'est celui des pompiers et de leur santé, notamment de la santé mentale. Donc, le principe, c'est de poser un peu le contexte, et je vais commencer par enfoncer des portes ouvertes, puisque on sait que les sapeurs-pompiers sont bien évidemment régulièrement confrontés à des situations traumatogènes. Donc traumatogène, petite précision sémantique, ne veut pas dire qu'ils sont forcément marqués, mais c'est un événement qui est potentiellement marquant et dont il faut tenir compte. Et la deuxième porte ouverte que je vais enfoncer, mais qui est nécessaire, c'est que, bien évidemment, sur l'ensemble des postes, des missions, des dispositions, des professionnels, on remarque, on sait que l'existence d'une coordination zonale, ça va contribuer, bien évidemment, à réduire la disparité des pratiques, donc à harmoniser, et donc ça va tendre vers une forme d'efficacité de l'action, évidemment, dans un but commun. Et donc ça nous amène au constat. Et le constat, il est un peu sans appel au niveau des psychologues et de sapeurs-pompiers, puisque on a un certain nombre de défis à relever. Aujourd'hui, être psychologue de sapeurs-pompiers, c'est se confronter à un certain nombre de défis. Et je fais ici pas référence forcément aux défis institutionnels, mais déjà structurels. Et je vais développer ces 4 points. Le premier, ça va être la multiplicité des expériences traumatogènes. Donc là, c'est côté pompier, c'est les situations auxquelles ils sont confrontés. Et c'est la manière dont nous, dans le soin et dans la prévention et dans la stabilisation, je vais revenir à ces 3 étapes qui sont importantes, mais comment nous, on les prend en compte et comment, justement, on réduit la différence des pratiques et parfois des savoirs. Ce qui amène au deuxième point, qui va être le manque d'uniformité dans la composition et la dénomination des USP. Donc les USP, ce sont les unités, et là on arrive au premier point de blocage, parce qu'on a une unité de soutien psychologique, on a une unité de secours psychologique, on a différentes appellations, et donc vous comprendrez bien la deuxième problématique, qui est l'uniformisation et le besoin. Évidemment, la difficulté à mobiliser les ressources, je vais le développer, et un point important qu'on néglige peut-être trop souvent, et dont il faut tenir compte, c'est le risque d'épuisement des intervenants. Et là, les intervenants ne sont pas les sapeurs-pompiers, mais les psychologues de sapeurs-pompiers auprès des pompiers. Donc, le premier degré, c'est la multiplicité des expériences traumatogènes du côté pompier. Donc, vous voyez, représenté par ce petit nuage de mots, qui n'est que un exemple de situations auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers. Alors, fort heureusement, les attentats, ils apparaissent en gros, mais parce qu'ils ont un fort pouvoir traumatique, mais heureusement, ce ne sont pas les plus fréquents. Mais les situations qui peuvent paraître parfois anodines, comme on l'entend des fois dans le discours, comme un suicide, et on ne parle pas du suicide d'un pompier, on parle d'un suicide d'une personne civile, ça revient régulièrement dans la carrière. Et puis quand on prend en compte le fait que dans une même journée, il peut être potentiellement confronté à la mort d'un enfant, d'un nourrisson, à 1, 2, 3 tentatives de suicide, voire un suicide, qu'il intervient sur une personne ayant chuté sur les voies d'un métro, d'un train, d'une personne qui est victime d'agression, la souffrance au quotidien au niveau social, et qui malheureusement de plus souvent
plus en plus souvent, lui ou elle, pardon, sont également victimes d'agressions en service, ben, ça commence à faire beaucoup et à accumuler. À cela, on commence à avoir quelques chiffres. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que Sylvain, mais la raison principale, et vous l'aurez peut-être fait le lien, c'est que Sylvain vous donne beaucoup de chiffres à l'international. Et la raison pour cela, c'est qu'en France, on ne fait pas beaucoup d'études a priori sur ce sujet pour l'instant. Donc, on n'a pas de chiffres, pas beaucoup. Les quelques-uns qu'on a, ce sont ceux-ci. On sait que sur une situation de grande ampleur, donc type attentat, type catastrophe naturelle, ou qui mobilise beaucoup de personnel et surtout qui ont de très forts pouvoirs et impacts traumatiques, on va avoir à terme, donc dans les mois, dans les semaines, dans les mois, dans l'année qui suit, plus 10% d'arrêt de travail. Plus 10% d'arrêt de travail. Si vous faites un calcul rapide, combien ça coûte un arrêt de travail? Moi, je ne sais pas le faire, le calcul, mais je sais que ça coûte cher. Peut-être plus cher qu'un psychologue, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, d'accord. Et 5 à 10% de hausse de consommation d'alcool et de médicaments, et surtout une prévalence des troubles de stress post-traumatique de 4%. C'est l'ensemble des sapeurs-pompiers. Et ce chiffre-là, il est intéressant parce que lui, il n'est pas uniquement dans le cas d'interventions de grande ampleur, mais c'est le cumul de l'ensemble de ce à quoi sont confrontés les sapeurs-pompiers. Un chiffre qui est intéressant aussi, si c'est encore nécessaire, c'est de montrer le nombre d'interventions, qui m'a moi-même le premier surpris, donc que vous voyez en bas encadré. C'est la mobilisation des cellules médico-psychologiques, donc globalement des cellules psychologiques, au profit des sapeurs-pompiers. Donc la source, hein, c'est les sources du ministère de l'Intérieur. Eh bien, il est assez élevé. Et donc, ça montre aussi qu'il y a une action et un besoin. Le deuxième, c'est le manque d'uniformité des USP. Alors, effectivement, je suis navré, il y a eu quelques tours de passe-passe dans le PowerPoint sur l'affichage, mais on va y arriver. Le premier signe positif, c'est qu'on a quand même 92% des SIS qui sont pourvus en psy. Alors, quand on dit psy, ça va être des psychologues, ça va être des psychiatres, mais en tout cas qui sont pourvus en personnel psy. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est 45% des USP seulement qui sont structurés, c'est-à-dire organisés en unités fonctionnelles, avec des missions, des prérogatives, des personnels à la tête, et personnel psy normalement à la tête, et qui la composent. Mais il y a, moi, une information qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on arrive à faire du soutien psychologique sans psy. Donc on a des unités de soutien psychologique qui sont structurées sans psychologue. Et ça pose question. Peut-être qu'on arrivera un jour à faire de la médecine sans médecin, ou peut-être qu'on arrive, je ne sais pas, mais peut-être, je ne sais pas si c'est souhaitable hein, en tout cas, mais faire de la psychologie sans psychologue, ça m'inquiète un petit peu en l'occurrence, puisqu'on a chacun un domaine de prédilection et des connaissances qui nous sont propres et qui peuvent fonctionner ensemble. Et ça, c'est tout l'intérêt. Et on a, pour le coup, une difficulté au niveau des appellations, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a 62% d'USP, avec les deux terminologies que je vous ai données tout à l'heure, mais on a surtout tout le reste qui a un nom propre et qui manque donc de clarté et qui manque de cohérence en fait. Et on ne sait plus trop de quoi on parle ni de comment on fait et comment on s'organise. Et en fait, tout ça, ça va poser un problème quand on va avoir des nécessités de renfort, par exemple, entre les départements. La difficulté de mobiliser rapidement, évidemment, la ressource, c'est que, a priori, on serait 373 psychologues de sapeurs-pompiers volontaires au sein des SIS, et, pardon pour la faute, je la vois, et 31 psychologues affiliés sapeurs-pompiers, parce que la question du statut reste encore un autre sujet, mais ça fait plus de 90% avec le statut volontaire. Et donc avec toute la difficulté déjà en termes d'acculturation hein, de la profession, en termes de disponibilité bien évidemment, vous comprendrez bien que des professionnels, des volontaires qui ont typiquement une activité clinique, que ce soit à l'hôpital, alors là il peut y avoir des conventions, mais qui ont des cabinets libéraux, ils vont avoir une vraie difficulté à se libérer. Donc, et puis, donc, ce qui amène une absence d'harmonisation des statuts, des pratiques, évidemment, et les modalités d'intervention qui ne sont pas les mêmes, et la faiblesse du réseau. Je vais accélérer. Juste, là, je passerai vite, parce que, mais c'est vraiment un exemple typique chez nous à Lyon.
intervention, grosse intervention en date, donc qui date de 2022 sur un feu d'immeuble. Et ce qui est apparu, c'est que nous sommes intervenus, j'ai été déclenché à 6h25, quand vous voyez le déroulé. Ce qu'il faut remarquer, c'est que sur place, effectivement, on a eu des choses à faire. Donc, on a notamment monté ce qu'on appelle le centre de soutien des intervenants. Hein. Donc, j'avais prévu de le développer, mais je vais devoir aller très vite là-dessus. Mais qui est juste une structure qui va être parallèle au centre d'accueil des impliqués, qui va être dédiée aux intervenants, qu'ils soient pompiers ou l'ensemble des intervenants, hein, force de sécurité, SAMU s'ils ont besoin, et qui va permettre de faire du triage. Donc, on est là pour ça à la base. Et surtout dans les suites, ça a donné 96 actions de secours psychologique, globalement sur la première semaine, mais sur les 2 semaines qui ont suivi. Et auprès de 70, à peu près 69 personnels sapeurs-pompiers, tout grade confondu. Donc vous comprendrez bien qu'on était 4 à l'époque. À 4, faire ces 96 interventions-là, oui, c'est un challenge, mais ça prend de la ressource. Et donc, ça diminue de la capacité d'analyse, ça diminue de la capacité de raisonnement. Et donc, forcément, j'aurais été très heureux, pour le coup, de pouvoir faire appel à mes collègues des départements limitrophes. Mais le problème, c'est que justement, le contact n'existe pas forcément. On ne sait pas comment ils travaillent, on sait pas, et eux ne savent pas comment on travaille. Hein, c'est pas juste dans ce sens-là. Mais donc, on a cette vraie difficulté-là. Donc, on a fait comme on a pu. Mais c'est en ça que la coordination zonale aide. Donc, c'est venu, et je vais en terminer, mais c'est venu pour nous, du coup, du fait d'avoir pu intégrer de vraies missions, hein, des USP, donc lors de la refonte du plan Orsec-Novi. Évidemment, les JO et la Coupe du Monde de rugby ont aidé, donc avec la préparation du référentiel, hein, du guide zonal des bonnes pratiques face à la menace, et qui inscrivent vraiment les USP là-dedans. Donc, je ne vais pas revenir, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est l'harmonisation des pratiques, l'optimisation des ressources, la mutualisation des compétences. Et le rôle du coordinateur zonal, qui serait désigné pour le coup, ce serait auprès du médecin référent et donc par extension auprès du chef d'état-major, c'est déjà de devenir un conseiller technique, mais c'est aussi de favoriser l'harmonisation des pratiques, c'est de superviser les renforts, hein, de vecteurs psy dans la zone, c'est évidemment d'animer le réseau, bien sûr, et c'est de favoriser la formation. On a vraiment besoin de formation continue commune. La EPSP œuvre vraiment dans ce sens-là, mais je crois qu'elle a besoin d'aide aussi. Donc ça va être vraiment le rôle du coordinateur zonal peut aider à ce niveau-là. Proposition de mise en œuvre, et je vais juste en terminer avec ça si vous me permettez. C'est évidemment l'évaluation initiale, donc l'état des lieux qu'on a commencé à faire là, la nomination des coordinateurs zonaux, l'harmonisation des pratiques évidemment, et sans ça, ça ne fonctionne pas, la formation et les exercices auxquels on doit absolument être intégré. Le mot de la fin, simplement, pour qu'on puisse fonctionner, il va falloir qu'on fonctionne ensemble, donc psychologues ensemble déjà, ce qui est un challenge, et aussi avec, bien évidemment, nos collègues médecins infirmiers et tous nos directeurs et chefs d'état-major. Je vous remercie pour votre attention.